Ils ont en commun leur immense générosité et un brin de folie. Il adore faire ça. Ah, t'es content là? Soulagement. Hein. Ils se plient en quatre pour offrir leur temps précieux à ceux qui en ont le plus besoin. Je pense qu'elle va apprécier Morgane. Elle va adorer ça. À leur façon, ils sont tous des champions en or et savent partager leur bonheur avec les autres. Michel, guide de haute montagne, a décidé un jour d'accompagner des handicapés jusqu'au bout du monde. Les gendarmes du PJHM de Chamonix ont fait vivre à Morgane un des plus beaux jours de sa vie. Et Antoine de Neria a ramené une médaille d'or olympique dans la vallée de son enfance. Tous ont un cœur gros comme ça. En général, hors saison, le Père Noël se repose bien à l'abri des marmots impatients de commander leurs cadeaux. Mais Laurent, lui, l'a retrouvé. Il paraît qu'il vit du côté de Samoin en Haute-Savoie. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que ce Père Noël-là est vraiment extraordinaire. Effectivement, la personne que vous allez rencontrer est hors du commun. Il est moniteur de ski, guide de haute montagne. Il aurait pu se contenter toute sa vie de ces deux activités très épanouissantes au cœur des plus beaux paysages du monde. Il a préféré consacrer toute sa vie à faire partager ces émotions-là à des personnes handicapées. Et donc, il m'a proposé de monter tout là-haut au-dessus de Samoin pour voir comment ça marche. En solo ou en tandem, ces drôles d'engins permettent à des personnes qui n'ont plus l'usage de leurs jambes, comme Dominique, paraplégique depuis un accident de moto, de renouer avec les sensations fortes de la montagne. Le Simgo, c'est son nom, est en fait une sorte de véhicule tout-terrain qui passe exactement partout dès lors qu'on se fait une petite expérience de pilotage avec Michel, un Père Noël au volant d'un traîneau. C'est quand même étonnant parce qu'on a une vraie sensation de vitesse quand même. Ouais, hein. Très bien suspendu. Mais c'est vraiment... Ah oui, mais ça passe partout. C'est tout terrain. Et on a l'impression des fois qu'une pierre peut frotter sous le, sous le fauteuil, mais on a quand même relativement de hauteur qui nous permet d'être très à l'aise sur les cailloux. Harnaché dans mon fauteuil, aux roues de moto et aux suspensions dignes d'une voiture de luxe, je dois bien avouer que pour moi, la descente est plutôt confortable. Tiens, on va le griller, Dominique. Je sens qu'on va le griller. Et si on est moins doué que Dominique en pilotage, on peut toujours se dire qu'en cas de chute du pilote ou de descente du traîneau, on est directement relié par une ligne de vie déclenchant automatiquement 4 puissants freins hydrauliques. Il adore faire ça. Ah, t'es content là? Soulagement. Hein. Ne partez jamais avec ce type. Non, mais il faut qu'il y ait des sensations. Ah bah il y en a, je te garantis qu'il y en a. Hein. Même si le vieux guide à barbe blanche a parcouru les montagnes du monde entier, c'est à Chantemerle, dans son joli village natal de Haute-Savoie, que Michel a toujours vécu. Moi, je suis né ici, dans cette maison, là. Ouais. Je suis né là, il y a 70 ans. Ce montagnard au grand cœur a décidé de consacrer sa vie aux autres, et plus particulièrement aux personnes handicapées, depuis le jour où l'un de ses compagnons de montagne est devenu tétraplégique à la suite d'une chute. Ce jour-là, Michel se jure de remonter en altitude avec son ami. Il fonde alors l'association Samoin Handiglisse, achète son premier Simgo et propose à son complice de remonter narguer le Mont Blanc en fauteuil. Les membres supérieurs ne fonctionnaient presque pas, tout le bas ne fonctionnait plus. Mais ce dévouement était déjà profondément ancré chez Michel depuis le moment où son propre père est devenu tétraplégique à cause d'une tumeur. Un beau matin, il s'est réveillé, il n'avait plus de jambes, voilà, handicapé. Il s'est dit, moi, je vais mourir ici, je ne vais pas mourir ailleurs. Et avec mon handicap, je voudrais arriver à marcher et à faire le tour du village. Voilà, descendre en dessous, remonter à la route. Le jour où j'arriverai à faire ça, je pourrai partir. Voilà. Et donc tu as installé sur la terrasse une petite barre pour qu'il puisse se lever et voir la montagne. Alors il approchait son fauteuil du mur, il prenait cette fameuse barre et puis il se soulevait. Il s'asseyait, se soulevait, donc il se refaisait un tout petit peu les muscles. Et il a fait le tour du village avec sa chaise derrière. Et puis après, ça s'est aggravé et puis il est parti en 87. Voilà. Et ça t'a marqué, hein, cette histoire, beaucoup. À tel point que tu as consacré le reste de ta vie à aider les personnes handicapées. Tout à fait, tout à fait. On a créé l'association en mars 2006, et là on a acheté des fauteuils, et puis voilà, de fil en aiguille, on grandit, et puis maintenant on a énormément de matériel.
Dominique est un ancien motard. Depuis 40 ans, il a expérimenté d'autres moyens de revivre un peu de liberté en montagne, notamment en faisant du parapente. Mais c'est le modèle motorisé du Simgo qui lui permet de retrouver le plus d'autonomie et de sensations. Oh la vache! On va réussir à le griller, vous allez voir! Bon, là, il a freiné parce qu'il y a le virage. Mais non, mais on t'a grillé, Dominique, je suis désolé. Sans rire. Alors, franchement, on n'a pas de moteur, nous, mais on allait plus vite. Tu vas un peu plus lourd, là. Ouais, c'est ça, on est trop lourd. Vous avez été un peu plus vite à la fin. Mais dis donc, pour un passionné de moto comme toi, ça doit faire plaisir de retrouver les sensations de vitesse. Les sensations de... Toutes les sensations, quoi. Parce que ça secoue quand même, hein. C'est quand même assez phénoménal. Michel qui m'avait dit que c'était tout plat hier. On va où, chef, maintenant? Là, on va descendre cette petite pente. Là, alors, venez voir, parce que la tranquille. petite pente, j'aime bien appeler ça une petite On appelle pente. ça une petite pente. Donc non seulement ça penche beaucoup, mais en plus il y a un petit bout de ravin et nous, on n'en passe pas en largeur là. Tu prends bien ras le mur, tu frôles le mur, tu sens tout doucement, tu freines tout doucement à ta vitesse. Voilà. Je te lâche. Regarde, comme c'est tout facile. Ouais, c'est facile. Non, ça va, il y a de la marge. Ah, il y a de la marge. Il n'y a pas 50 000 mètres de marge, mais non, ça va. Ok, ça marche. Bon, ça va, c'est bon. C'est bon, Dominique. Dévaler les pistes forestières à Samoin, c'est génial, mais très vite, Michel a une autre idée, encore plus folle. Comme notre guide connaît bien le Népal, il y organise des treks avec des valides et se dit un jour, tiens, si je montais au-dessus de 5000 mètres avec des personnes handicapées. Il décide alors de partir avec ses engins tout-terrain et 4 personnes en fauteuil. L'ascension est un succès et le rêve se réalise pour des dizaines de personnes qui n'auraient jamais pensé pouvoir atteindre ce genre de sommet. C'est un projet complètement fou. Au début, la première fois que tu as proposé ça, les gens ne t'ont pas dit un Oui, peu, oui, tout à fait, tout à fait. Je leur dis à chaque fois que rien n'est impossible. Tout peut se faire. Un valide peut monter à 8000, une personne handicapée monte à 6000, avec du matériel adapté, avec des porteurs, des hommes costauds. On a effectué notre premier tour des Annapurna avec un passage à 5004 qui a été... Le col n'a pas été facile, il a fallu porter parce que les chemins étaient trop étroits. C'était dur. Arriver au col à 5004, ça a été la grande joie et puis tout le monde pleurait, les bras autour du cou. C'était des larmes à n'en plus finir. Mais quelle joie! T'es vraiment un mec bien. Et il ne faut pas oublier quand même que quand on fait ce que fait Michel et son association, on a besoin de moyens. On a besoin d'acheter du matériel. Alors on ne le fait pas souvent dans Chronique d'en haut, mais moi je vous demande vraiment, si vous êtes sensible à ces histoires, si vous êtes concerné ou pas d'ailleurs par le handicap, eh bien contactez-nous ou plutôt envoyez vos dons à l'adresse qui s'inscrit en bas de votre écran. Franchement, c'est une équipe formidable. Moi je me suis éclaté, tout va bien, je suis valide. En même temps, je n'étais pas sûr de le rester longtemps vu comme tu as conduit, mais c'était bien. Dominique? Merci Laurent. Bon, peut-être qu'on se refera ça, mais je prendrai le moteur la prochaine fois aussi. Hein. Si tu veux, mais à refaire, c'est très gentil, merci. À bientôt. Allez, tiens, je t'embrasse. Allez. Bye Laurent. Et puis continue bien. Et puis si un jour tu es de passage à Samoin, n'hésite pas, tu as une place pour toi sur le Simgo. Mais c'est toi qui conduis? Je conduis. On verra. Bon, vous êtes super les gars. Antoine de Neria sait lui aussi faire des cadeaux aux autres. Il paraît même qu'il a offert sa médaille d'or à tous les habitants de son village de Morillon. Qui aurait pu imaginer que cette petite station de Haute-Savoie aurait vu naître un jour l'un des plus grands champions du ski français? Bon, vous savez ce que c'est ça? C'est une médaille d'or olympique. Et pas dans n'importe quel sport, le ski, et pas dans n'importe quelle discipline. La descente, c'est l'épreuve reine. Et celui qui la porte autour du cou, non, c'est pas moi. C'est Antoine de Neria. Je te la rends parce que je suis pas crédible avec. Et Antoine de Neria, il est né ici, enfin, il a toujours vécu à Morillon. Antoine, il est là, c'est lui qui l'a autour du cou. Et puis son papa, Alain? Ouais, c'est ça. 1 minute 48 secondes et 80 centièmes. C'est le temps qu'il aura fallu à Antoine de Neria pour décrocher sa médaille d'or ce 12 février 2006 aux Jeux Olympiques de Turin. L'enfant du pays devient un héros devant les caméras du monde entier. Après cette descente, la vie des de Neria ne sera plus jamais la même. N'y croyez pas, n'y croyez pas.
Enfin, on n'y croyait pas, c'est pas le vrai mot, parce que... On n'osait pas y croire. On n'osait pas y croire, mais la veille, il avait fait le meilleur temps à l'entraînement. Et puis bon, il était encore devant en freinant. Il dit, ça peut être bon pour demain. Et puis le lendemain, il partait 30 en fait. Ouais. Donc déjà là, il y avait déjà un peu de doute. Et puis il y a eu un moment, un gros nuage qui s'est mis sur la piste. Les temps augmentaient, on se dit, bon, ben là, c'est bâché, quoi. Et puis, 4 coureurs avant lui, paf, le nuage fout le camp. Et là, il est... Et alors, ça veut dire qu'il y a une petite part de chance dans le sport ski aussi? Il y en a dans tous les sports. Dans tous les sports. Après, on s'entraîne à être le meilleur. On essaye d'être le meilleur dans tous les paramètres qu'on peut gérer. Mais le ski, c'est un sport d'extérieur. Il y a forcément des paramètres qu'on ne peut pas gérer. Donc après, il faut en faire abstraction. Si ça marche, tant mieux. Puis si malheureusement, il y a un nuage, un coup de vent ou autre chose, ça fait partie du domaine qu'on ne gère pas. Donc il faut ce petit coup de pouce du destin. Et quelques jours après sa merveilleuse victoire aux Jeux Olympiques, Antoine revient à Morillon, accueilli par quelques 12 000 personnes qui portent l'enfant du pays en triomphe. Alain, le papa entraîneur, est de surcroît maire du village et lui aussi aux Anges. Et alors, sacrée fierté pour le village de Morillon quand même, hein, quand il arrive à avoir sa médaille, qui est la récompense suprême. Ouais. À Morillon, tout d'un coup, on sait le placer sur une carte. Hein. C'est plus à côté de Samoin, c'est Morillon. Samoin à côté de Morillon. Non, mais bon, c'est vrai que ça a donné une grosse notoriété, une grosse plus-value au village et à la station. Mais encore maintenant, il y a énormément de gens, même des touristes qui viennent en vacances ici, qui nous en parlent, qui nous parlent de ce 12 février. Comme tous les compétiteurs, Antoine n'est pas né champion olympique. Il s'est entraîné pendant des jours et des jours, durant toute son enfance et son adolescence. Des heures de travail à slalomer entre 2 piquets tous les jours de l'hiver à partir du moment où le futur champion a su tenir sur des skis. Donc là, en fait, c'est la station de ton enfance. C'est ça, donc Morillon, le milieu du Grand Massif. Et donc le village est à 700 mètres. Ici, on est à 1100 aux Essers. Et c'est ici que j'ai fait mes premières courses, mes premières flèches. Quand j'étais microbe au ski club et même un petit peu avant. Ça me fait marrer quand même d'entendre un champion olympique dire qu'il a été microbe, ce qui est normal parce qu'on commence toujours comme ça. Un jour. Ben oui. On a tous commencé par là. Il y en a qui se démicrobisent très rapidement et d'autres moins. Ah bah ouais. Alors là, si on se retourne, on voit la vallée de Samoin, de Morillon. Donc Samoin à droite, Morillon juste en dessous de nous. En face, le col de Jouplane, Verchet. La Golaise en face à droite, col de Bostan. Quand tu étais gamin, ici, à partir de quel moment tu t'es dit, tiens, je vais peut-être être champion de ski? Ça, c'est une question un peu difficile, mais en fait, ça a vraiment été mon rêve de gosse depuis tout petit et je me suis jamais vraiment vu faire autre chose. En fait, j'ai eu, je pense, la chance, quand j'étais petit, donc quand j'étais au ski club, il y avait un skieur qui était de Morillon, qui était en équipe de France de descente, qui a couru une dizaine d'années avec Franck Picard, par exemple, qui s'appelait Philippe Vernoret. Et c'était l'idole du village, c'était mon héros. Et j'ai eu envie de faire un peu comme lui. Et après, mon père m'a emmené voir des Coupes du Monde à Val d'Isère. Donc c'est vrai que ça m'a fait rêver. T'avais les yeux qui brillaient, t'étais en bas dans la raquette en disant, quand même... J'avais envie, ouais. Quand petit, souvent on demande aux enfants ce qu'ils veulent faire. Beaucoup disent policier, pompier. Et moi, je disais descendeur. Je voulais faire partie de l'équipe de France de ski. Un rêve qui commence dans une petite maison qui est juste en dessous, là, en dessous de la station de Morillon, dans un virage, avec de la neige sur les talus. Et c'est là que tu fais tes premières descentes. Ouais, sur le talus à côté de la maison, tout au début avec ma mère, qui est infirmière pourtant. Puis après, quand j'étais un peu plus grand, je suis allé avec mon grand-père. Il m'attachait avec une corde. Les anciens du village s'en rappellent, ils peuvent encore le raconter. Et puis après, donc, mon père était entraîneur au ski club et je l'ai rejoint au ski club. Et puis de fil en aiguille, je suis monté dans les catégories. Et c'est vrai que il y a eu des hauts et des bas, ça n'a pas toujours été facile, mais je me suis toujours accroché et j'ai toujours cru qu'à un moment, ça pouvait être mon tour, quoi. Quelque part, j'ai une ligne dans mon palmarès qui est comme Franck Picard, comme Jean-Claude Killy. Et c'était des idoles. Et il y a un endroit où je suis au même niveau qu'eux, quoi. Donc c'est toujours étrange. Ouais. Aujourd'hui, quand tu reviens là sur les pentes de ta station, de ton village, ça te fait quoi? C'est tellement quotidien que tu ne penses même pas, ou tu te dis quand même que tu dois quelque chose à cette bonne vieille terre là? J'y pense. Quand j'étais petit, je me voyais bien. Moi, je venais de Morillon, un petit village, personne ne connaissait. Et puis quand je commençais à faire des courses un peu au niveau départemental ou national et qu'il y avait des jeunes qui venaient de Megève, de Chamonix, de Val d'Isère, de Morzine, où c'était un peu plus
clinquant, quoi. Et je me disais, vous allez voir, moi je viens de Morillon, mais je vais pas me laisser faire quand même, quoi. Et c'était ma fierté aussi de montrer que j'ai beau venir d'un petit village, d'une petite station, il y a des télésièges, des téléskis, on a de la neige et on sait skier aussi, quoi. Son attachement à la montagne, Antoine l'a aussi cultivé en dehors du ski, comme ici au refuge de la Golaise, où il retrouvait dès qu'il le pouvait Sébastien Beau, son ami d'enfance, lui aussi skieur de compétition. Alors ça, c'est le refuge de ton pote. Oui, le refuge de la Golaise. Il 1600... est là depuis quelques années, il l'a repris à ses parents. Ah oui, d'accord, mais c'est un joli chalet d'alpage en fait à l'origine. Bah, en fait, c'était à la base, c'était une ferme et son oncle a toujours des vaches. Ouais. Et puis doucement, il a transformé ça en refuge. Et puis on peut y dormir et manger très bien le midi. Donc son chalet, c'est plus un refuge aujourd'hui. Alors c'est quoi les souvenirs que vous avez ici en commun? On en a plusieurs. Ouais, ça rigole tout de suite. Pas mal déjà de souvenirs parce que on se connaît depuis tout petit, on a le même âge. Au ski club, on a toujours skié dans la même catégorie. Donc depuis microbe, poussin, enfin les petites catégories jusqu'à après niveau Coupe d'Europe. Ouais. Tu as participé à tout ça? J'ai participé à tout ça. Malheureusement, j'allais un petit peu moins vite que lui, donc je me suis arrêté un petit peu avant. Mais on a continué plus sur le même slalomeur, moi descendeur. Ouais, toi, on l'appelle glissman. Des fois, on se Tout branchait. à fait. Ouais. Glissman, ça veut dire qu'il n'y a pas grand-chose à faire derrière, quoi. Oui. Mais il n'a pas eu la chance d'avoir des pistes un peu raides à Morillon, c'est plutôt plat. Alors, c'est pour ça qu'il était bon glisseur. Lui, il avait peur d'aller vite, c'est pour ça qu'il faisait le slalom. Il y a de la jalousie ou pas du tout? Ou on est juste content pour son ami? Non, pas de jalousie, au contraire, on a de la fierté d'avoir un copain qui a réussi. Après, on sait très bien que c'est un sport individuel avec des avantages et des inconvénients. Tout le monde ne peut pas y arriver. Et on est plutôt fiers d'avoir quelqu'un de notre entourage, qui plus est un copain, qui perce et qui arrive à être jusqu'à champion olympique. Bon, t'es pas champion olympique, toi, mais tu déboules bien, il paraît, hein, quand même. Ça va pas trop Si, mal. il me l'a dit en montant. Ouais. T'en vois un peu. Ça va. Hein, Dré dans le pentu, comme on dit ici. Oui. Et Laurent, on va aller voir un peu plus haut, là, 50 mètres au-dessus du refuge. Il y a un petit col et derrière, la vue est magnifique. Ah ouais? On devine les montagnes juste avant la Suisse, le massif d'Avoria. Ah oui, c'est juste là, d'accord. La Suisse, c'est là. Ouais, c'est Ouais, juste juste là derrière. derrière. Tu vois, on va être bien pour casser la croûte. Là. Parce que t'as prévu? Ah bah tiens. Obligé, hein. Tu vas pas partir comme J'aime ça. bien les Savoyards pour ça. Je voudrais pas que tu dises que tu as été mal reçu chez nous. Hein. Chaque fois qu'ils montent au refuge, c'est pour faire la bringue en fait. Ah oui, il paraît qu'ici, c'est un souvenir de bringue pour vous deux aussi, quand vous étiez gamin. Oui. Ben, comme c'est un refuge qui est familial, on a passé quelques bons moments. On montait, on a fait quelques anniversaires. Voilà, donc souvent, ils montaient pour l'anniversaire. Le lendemain, on devait aller faire de la montagne, mais on n'y arrivait pas. Tu m'étonnes. Et alors, il n'y a pas beaucoup d'endroits pour danser là, au col là. Ah ben disons qu'on a, t'as vu, on a un paquet de s'arrangeait. fiancés là-bas. Ah, les vaches. Voilà. Mais Ouais. c'est vrai que c'était pas... C'est pas ça. Non, c'était pas ça. Donc en fait, on faisait un petit casse-croûte au refuge. Et puis on passait un bon moment. Et après, mon grand-père avait un vieux 4x4 puisqu'il était agriculteur dans lequel il tremballait un petit peu tout ce qui était animaux, les boucs, les chèvres et ainsi de suite. Donc on descendait avec le 4x4 sur Morzine. On allait faire un petit tour en boîte de nuit. Alors moi je conduisais, j'étais bien, j'étais à peu près au propre. Antoine il était derrière dans la caisse, donc voilà, on se garait un petit peu loin un peu loin dans Morzine, histoire de s'aérer un petit peu avant d'arriver en boîte de nuit. On nous sentait arriver à Morzine. Voilà, Allez, à la vôtre. à la tienne, Et merci pour la visite. c'était avec plaisir. Mais tu vois, Antoine, ce que tu as raté quand même, à faire du ski tout le temps, à être en entraînement tout le temps, tu as raté des bons moments aussi. Ouais, mais j'ai connu d'autres bons moments. J'ai pas l'impression d'avoir raté grand-chose parce que malgré tout, j'ai conservé mes racines ici, j'ai conservé mes amis. On a quand même des bons souvenirs Ouais, j'ai vu. de copains, quoi, de jeunes, d'ados. Et puis j'ai quand même eu l'occasion de visiter aussi pas mal de beaux endroits. C'est bien aussi, ouais. Dans le monde entier, parce que en quand tu fais la Argentine, tournée... au Chili, ouais. dans les Cordillères des Andes. Finalement, je suis toujours content de revenir ici parce que je me dis qu'on n'est pas si mal chez nous. On est pas mal, hein. À Chamonix, on est pas mal non plus, surtout en compagnie des sauveteurs du peloton de gendarmerie de haute montagne. Quand Laurent leur a demandé d'exaucer le rêve de Morgane, petite fille en rémission d'une maladie grave, ces gendarmes au grand cœur ont immédiatement répondu présent. Ils ont accepté de la faire monter à bord de leur célèbre hélicoptère de sauvetage pour venir au secours de Laurent, niché au fond d'une crevasse.
Nous nous rendons comme convenu sur la mer de glace pour préparer mon faux sauvetage, orchestré par le PGHM. Les conditions aérologiques sont favorables pour être déposé directement sur le glacier avec l'hélicoptère. L'occasion pour les sauveteurs de pratiquer un exercice d'entraînement dans des conditions réelles, mais en comptant sur une victime de choix. Alors, la victime volontaire, c'est moi. Donc les gendarmes vont me descendre là-bas dedans. Ça va, c'est plutôt large, hein? Ouais. Et puis c'est la petite Morgane qui va venir me sauver. J'espère qu'elle en aura envie, sinon je vais passer la nuit là. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Non, ça va être là-bas. Ah, c'est par là-bas, d'accord. Les secouristes du PGHM me mettent immédiatement en condition. Je joue au randonneur imprudent qui aurait glissé au fond d'une crevasse à la jonction des deux glaciers qui forment la mer de glace. Ouh, quand même, dis donc, j'avais pas vu ça d'en haut. En chutant sur une dizaine de mètres, on imagine aisément que je puisse me blesser un bras, un élément qui aura son importance au moment de mon extraction par Morgane. Une situation d'intervention fréquente pour les hommes du PGHM qui peuvent être amenés chaque année à secourir des centaines de pratiquants de la montagne, parfois en grande difficulté. Morgane, on a besoin de toi maintenant, hein. Et c'est maintenant à mon ange gardien de prendre les rênes. Mon sort est désormais entre ses petites mains. Coucou. Voilà, il est là. Tu vas venir me sauver, ma grande? Ah, c'est gentil. Donc Morgane, on a un secouriste qui est Gilles, qui va descendre le médicalisé au fond de la crevasse. Et toi, avec François, tu nous aideras à le remonter du mauvais pas dans lequel il s'est fourré. D'accord. Sauf si tu préfères qu'on le laisse au fond. Ça, c'est toi qui décides. D'accord? Allez, eh ben, on se met en place. Donc la première chose qu'il fait déjà en arrivant, c'est qu'il le sécurise. Donc tu vois, il vient de lui accrocher la longe orange. Donc là, comme ça, la personne est sécurisée. Alors donc là, j'ai très mal un peu partout. Mettez votre bras comme ça, monsieur. Voilà. Donc ça s'appelle une attelle. Et là, le secouriste, il met l'attelle autour du bras blessé. D'accord? Comme ça, la personne a le bras immobilisé et pendant tout le moment de la remontée de la personne, toute son évacuation, la personne aura pas mal. L'attelle de bras et on est prêt donc pour la remontée, quand tu veux. Eh ben écoute, on se prépare au treuil et je te donne le top. T'as des gros bras? Oui. Tu nous aides? C'est là que tu peux décider si tu le laisses en bas ou si tu continues de le remonter. Qu'est-ce qu'on fait? On continue de le remonter? Bah, jusqu'à ce que j'y arrive plus. Jusque tu as... Allez, vas-y. Regarde. On a un petit appareil qui va faire le travail à notre place. Regarde, on va lâcher la manivelle. Regarde, je retire la manivelle là. Évidemment, dans pareille situation, il est tout de même préférable de faire appel à la technologie. Ça marche encore mieux, ça monte tout seul. Ça va? Tu reviendras nous aider un peu cet hiver? Bah oui. D'accord. Est-ce que tu crois que ça va lui plaire de revoir un peu le soleil? Oui. Il va avoir froid dans son trou là-bas. Il est lourd, hein, le bonhomme. Voilà, monsieur, ça y est. Eh ben moi, je vous dis, après ça, les gars, je suis bon pour Fort Boyard, hein. Alors, ça a une drôle de sensation, hein, comme ça, de sortir d'une crevasse. Tu vas bien? Eh ben moi, ça va très bien. C'est un exercice, hein, tu le savais, de toute façon. Et heureusement que tu as accepté de venir me sauver, parce que sinon, je pense que j'aurais passé la nuit là. Hein. Voilà, regarde. Tu vois, j'avais mal au bras, et hop, fais-moi un petit bisou sur le bras. Tu vois, ça va enlever la douleur. Mal. J'ai même pas mal, c'est ça? Super. Ça y est, je suis guéri. Bravo Morgane. Bravo. Bravo pour ce secours. Bon, Morgane, pour te féliciter, mais surtout pour te remercier de nous avoir aidé à sortir Laurent de la crevasse, toute l'équipe du PG, on a la joie de t'offrir cet hélicoptère. Merci. Donc cet hélicoptère, c'est celui dans lequel tu es monté pour venir nous aider. Voilà. C'est comment il s'appelle cet hélicoptère? Oui. Alors? Gendarmerie. Oui, c'est l'hélicoptère de la gendarmerie, mais il a un nom. Je sais pas. On va te le dire, il s'appelle Chouka. Et c'est vraiment le même dans lequel tu es monté. Voilà, ça te fait plaisir? Ouais, super. Merci. D'ailleurs, maintenant qu'on a fini, on va dire à Chouka qu'il revienne nous chercher. En bonne professionnelle, Morgane tient à ranger son matériel de secouriste avant de profiter d'un dernier vol, direction Chamonix.